L'invité de LC Première. La rumeur était persistante, mais la nouvelle a eu l'effet d'une petite bombe hier. Le patron de KNS a annoncé un plan de licenciement économique. Preuve encore une fois que la crise du nickel va durer. Bonjour Anne Pitoisé. Bonjour. Vous êtes journaliste, correspondante des Échos, le journal économique. Vous connaissez bien le monde du nickel. Les licenciements à Koniambo-Nickel, c'était inévitable ? Probablement, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une première vague de départ sur Koniambo l'année dernière, mais c'est une vague qui n'a pas fait de bruit parce qu'elle s'est accompagnée de chèques extrêmement importants pour les personnes qui sont parties, donc ça s'est plutôt bien passé. Ça concernait des expatriés essentiellement ? Ça concernait essentiellement des expatriés, des contrats mais ça s'est bien passé. Et maintenant on est dans une deuxième vague, donc il y a les expatriés, il y a les contrats à durée déterminée qui s'arrêtent, et puis on rentre dans le dur, mais on rentre sur des fonctions support, c'est-à-dire que c'est pas des fonctions qui vont toucher à la production. Donc c'est un peu les services financiers, communication, etc. Oui, Marc Boissonneau utilise des termes très clairs. La crise est à la fois grave et durable. Et face à cette crise, il faut de la performance. Ce plan de licenciement, c'est un message envoyé à Glencore, l'actionnaire qui est important. Alors c'est un message envoyé à Glencore en lui disant on fait des efforts, on n'hésite pas à couper dans la masse salariale de manière peut-être plus brutale que ce qui s'est passé par exemple à Vallée où il n'y a pas eu de licenciement mais la suspension, la réduction de contrats à durée déterminée de contrats de sous-traitance. C'est pareil finalement à la SLN où il y a eu des suppressions de postes mais sans licenciement parce que le personnel de la SLN est plus ancien, donc on peut le mettre en pré-retraite alors que le personnel de KNS est jeune. Donc là, on ne peut pas espérer attendre qu'ils aient la retraite. C'est un message aux actionnaires et c'est aussi un message aux Calédoniens parce que le mot d'ordre de toutes les usines, c'est il faut être plus compétitif. Et dans le contexte international, c'est essentiel. On n'était pas encore compétitif ? Non, les cours, les cash costs du nickel sont pas compétitifs en Calédonie. Je veux dire, on estime qu'il faut à peu près aller à $10,000 la tonne. Et Vallée, par exemple, était autour de 20 000. C'était beaucoup plus pour KNS. C'était aussi, la SLN doit faire des efforts. Glencore qui devrait annoncer dans les prochaines semaines ses intentions pour l'usine KNS, est-ce qu'il y a des craintes à avoir ? Je pense qu'il y a des craintes à avoir parce que en fait, il faut que le four marche, il faut qu'il produise. D'après ce que je sais, c'est qu'il produit, mais il y a encore des petites irrégularités dans son alimentation électrique, donc il faut que ça soit absolument régulier. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur le four, c'est-à-dire que le four, c'est le four numéro 1 qui fonctionne actuellement. Oui, le four numéro 1. Et le four numéro 2, lui, est à l'arrêt depuis... Le four numéro 2, il faudrait le refaire, donc il faut trouver des financements pour le refaire, donc ça, c'est pas forcément évident. Et je pense que ce qu'il faut, c'est convaincre vraiment les actionnaires parce que si peut-être la direction est convaincue, les autres actionnaires peuvent se dire dans le contexte actuel, le nickel c'est pas un métal prioritaire, on a peut-être mieux à faire. Finalement la Calédonie c'est compliqué, c'est cher. Parce que si on regarde par rapport à d'autres pays, par exemple, l'Indonésie, c'est moins cher. Et on assiste actuellement sur le marché international, je pense que c'est important d'expliquer. Il y a eu une première révolution avec le pig iron chinois, qui tout d'un coup la Chine s'est mise à mettre sur le marché du nickel bon marché, peut-être de moindre qualité mais bon marché mais qui convenait. Et maintenant on assiste en Indonésie à une deuxième révolution qui consiste à avoir des usines inox intégrées sur le site. C'est-à-dire que sur la mine, vous avez la mine on extrait le minerai, vous avez l'usine de traitement de nickel et après vous avez l'usine d'inox tout de suite à côté. Donc c'est vraiment des économies d'échelle importantes. Du coup ils sont beaucoup plus compétitifs avec un nickel moins cher. Voilà, du coup ils sont beaucoup plus compétitifs et c'est une chose qu'on peut pas, qu'on n'arrivera pas à faire en Calédonie. Oui, donc ça veut dire que Glencore pourrait ne pas financer, en tout cas c'est les craintes qui pèsent. Il peut toujours, il peut décider de continuer, il peut décider, Ça lui a déjà coûté cher, Glencore. Ça lui a déjà coûté cher, mais bon. On parle de $8 milliards US. Certainement plus, certainement plus. On est certainement plus proche de 10 que de 8. Ça dépend comment est-ce qu'on calcule. Mais je pense que oui, c'est pas écarté. Je veux dire, et le risque, il est le même pour Vallée, peut-être pour d'autres composantes, mais c'est un risque qui existe. Je veux dire, faut pas être complètement pessimiste, mais il faut faire attention. Est-ce que Glencore peut demander plus d'efforts si jamais il ne se retire pas, mais demander encore plus d'efforts à l'usine ? Certainement, oui, je pense. Oui, je pense que de toute façon, les usines aussi bien Vallée comme Glencore, elles peuvent faire des économies et elles ont pu parce qu'elles sont dans une phase de construction. Et dans une phase de construction, on a énormément de personnel, on investit énormément d'argent. Quand on est en production,
production, on est obligé de réduire un peu les coûts. Paul Niaoutine, le président de la province Nord, qui est très impliqué évidemment, est-ce qu'il a raison d'afficher son optimisme en ce moment? Il le dit, notamment dans l'hebdomadaire de cette semaine, actu.nc. Est-ce qu'il a raison? Je pense que c'est aussi l'optimiste affiché en interne chez KNS. Je veux dire, ces KNS, ils sont pas du tout négatifs vis-à-vis des employés. La communication, le message, c'est on va y arriver. De toute façon, on peut pas être défaitiste. On peut pas. Niaoutine qui dit la ressource est là, dans ce massif, ce n'est pas ailleurs. En même temps, il n'a pas le choix que d'afficher son optimisme. Il n'a pas le choix, il a raison. Je veux dire, la ressource, elle est là, elle est d'exceptionnelle qualité, ça c'est un fait. Elle n'en bougera pas. Le tout, c'est de savoir, est-ce que les multinationales qui ont déjà beaucoup investi, elles ont envie de continuer à investir maintenant, ou est-ce qu'elles ont envie de faire une pause, quitte à revenir, ou quitte à ce que finalement quelqu'un d'autre le reprenne. Ce ne serait pas la première fois que dans les grands projets miniers, y ait celui qui commence à faire le projet abandonne, et puis ça soit repris par un autre qui réussisse. C'est plus une question, à mon avis, de timing que... Et c'est une piste qui est étudiée, selon vous? Je pense que oui, Glencore a dû chercher des repreneurs ou des associés, oui, ça c'est sûr. Oui. Oui. Quand le patron de KNS dit que les besoins en investissement sont majeurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, Anne Pitoisé? C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'argent en dehors de toutes les sommes qui ont été mises pour refaire le four, pour la montée en puissance. Je veux dire, pendant toute la période où on monte en puissance, on ne produit pas. Là, je veux dire, l'objectif de, je crois, 10 000 tonnes pour KNS sur l'année, ça ne fait pas rentrer beaucoup de cash quand même. C'est pas une entreprise rentable. Non, ça c'est sûr que non. Puisqu'il y a besoin de monter en puissance, est-ce que c'était vraiment le moment de faire cette réduction d'effectifs? Oui, parce qu'il faut montrer qu'on essaye d'être compétitif, qu'on fait des efforts. Si vous avez des actionnaires qui vous disent vous n'êtes pas rentable, vous nous demandez de l'argent et qu'on continue à dépenser au-delà quelque part des normes actuelles, c'est pas tenable. Mais on a besoin de toutes les mains actuellement, donc on pourrait se dire que on pourrait garder... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que quand on est dans une phase de projet, on a beaucoup d'emplois, je veux dire, on a besoin de beaucoup de communication, par exemple, on a beaucoup besoin de fonctions support. Quand on est en exploitation, on en a moins besoin. Et donc la production n'est pas particulièrement touchée, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. On s'étonne que les syndicats n'aient pas encore réagi. Je pense que dans les premiers coups de fil que j'ai passés hier dans le Nord, les syndicats ils sont prudents parce qu'ils ont quand même, ils ont conscience que finalement, s'ils réagissent trop mal, l'actionnaire peut dire écoutez, ça suffit, on s'arrête. Il faut, c'est ce que disait une des personnes interviewées, c'est peut-être à la limite sacrifier ces 50 là dans l'espoir de sauver le projet. Je veux dire, je pense que tout le monde est très prudent parce que c'est une période charnière, c'est la période où les entreprises font les budgets et donc c'est peut-être pas le moment de mettre un mouvement social. À ce moment-là. Les syndicats sont un peu résignés parce qu'ils voient aussi le contexte qui n'est pas favorable. C'est ce qu'on a pu observer d'une certaine manière à la SLN, c'est ce qui s'observe actuellement à KNS. On fait beaucoup de bruit parce qu'on joue son rôle de syndicat, mais on est tout de même résigné. Ils ne font pas énormément de bruit. Je pense qu'ils ne sont pas résignés, je pense qu'ils sont conscients, je pense qu'ils sont réalistes. Je veux dire, ils savent qu'il faut faire des efforts, ils savent qu'il y a eu une période d'extrême euphorie en Calédonie, dans laquelle il y a quand même beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Donc maintenant, on en revient à des bases un peu plus raisonnables. Anne Pitoisé, on se retrouve dans un instant. On continue à en parler à partir de 7h10.